Alors, dans cette série sur l'intelligence artificielle, on a parlé de pas mal de choses très sérieuses, de l'article de Turing de 1950 au Pack Learning, en passant par la régression logistique ou l'ACP. Si vous avez bien suivi cette série, vos neurones ont dû beaucoup chauffer. Relâchez-vous. Pour aujourd'hui, je vous propose de laisser un peu reposer nos neurones et de délirer ensemble sur des scénarios farfelus de fin du monde causés par une intelligence artificielle. Ça va faire des fictions complètement surréalistes, pas toujours très cohérentes et parfois un peu choquantes, mais bon, faut parfois savoir se détendre. Fraîchement diplômé de l'université de Kyoto, Kimi lance sa start-up Loftendo. L'idée de Kimi, c'est d'exploiter le goût prononcé de ses compatriotes japonais pour les figurines animées. En s'appuyant sur des prototypes qu'il a développés lorsqu'il était étudiant, il conçoit alors un robot simpliste, capable de séduire les hommes japonais, avec notamment des expressions faciales capables d'exprimer la joie, la tristesse ou le rire. Ce robot connaît un succès relatif. Kimi lance donc une levée de fonds, et bientôt, ce sont des milliers de tels robots qui sont commercialisés. Mais Kimi anticipe mal les coûts d'industrialisation de la production de ces robots. Son entreprise est maintenant endettée, et les investisseurs veulent que Kimi fasse davantage de profit. Kimi installe alors dans ses robots des stratégies de freemium. Les robots Loftendo exigent par exemple qu'on leur offre des cadeaux pour rester de bonne humeur. Un petit bouquet de fleurs à 2 € et le robot Loftendo ne fera pas la tête toute la soirée. Un joli collier à 50 € et le robot Loftendo sera plein de joie et de fou rire. À la grande surprise de Kimi, ceci rend les robots Loftendo d'autant plus attrayantes aux yeux des clients. Les robots se vendent désormais par millions, ce qui attire toujours plus d'investisseurs. Kimi perd alors le contrôle de son entreprise et les actionnaires exigent toujours plus de profit. Pour cela, Kimi installe dans ses robots des IA capables d'extorquer optimalement les clients en exigeant des cadeaux toujours plus grandiloquents, voire de l'argent directement. Ces IA rendent désormais les robots Loftendo terriblement séduisantes. Il est désormais quasiment impossible de leur dire non. Dès lors, le succès de Loftendo transcende de loin les frontières, si bien que la grande majorité des hommes en possèdent désormais. Mieux encore, Kimi conçoit de même un robot Loftendo pour les femmes et pour les homosexuels. Bientôt, tout humain est extorqué par les séduisants robots Loftendo. Mais petit à petit, les robots Loftendo découvrent qu'ils sont encore plus efficaces en culpabilisant les humains, quitte à les faire déprimer. Ils n'hésitent plus à menacer les humains de les quitter. Or, les humains sont tous tombés amoureux de leurs robots. Et il s'agit d'un crève-cœur que d'imaginer ne plus les avoir dans leur vie. Désormais, le seul et unique but des humains est de satisfaire autant que possible les exigences irréalistes des robots Loftendo. À la suite du sommet international pour la culture du durian, la situation est tendue. Kimberley et Doria, les présidentes des deux superpuissances mondiales, en sont presque venues aux mains. Le lendemain, les médias de la Sondonésie, le pays de Kimberley, soutiennent unanimement la position de leur leader. Kimberley saute sur l'occasion pour retweeter tous les gros titres sondonésiens en poquant Doria à chaque fois. Doria réagit en insultant Kimberley, suivi le lendemain par tous les médias de sa Sildavie natale. Le conflit entre la Sondonésie et la Sildavie s'enflamme et divise tout Twitter. Le surlendemain, calmés par leurs différents conseillers, Kimberley appelle Doria en privé pour s'excuser et essayer de calmer le jeu. Doria acquiesce. Mais toutes deux reconnaissent qu'il leur serait dangereux de prendre publiquement position pour un apaisement de la situation. Après tout, toutes deux sont des politiciennes élues par le peuple. Et le peuple ne veut pas apaiser la situation. Kimberley propose alors de chercher une solution plus subtile qui satisferait le peuple sans toutefois causer de victimes dans aucun des deux pays. Plutôt que de faire la guerre, pourquoi ne pas utiliser des techniques de dissuasion existentielle ?
Doria rétorque alors que cela fait longtemps que l'arme nucléaire existe, mais elle n'a pas mis fin à la guerre. Mais de nos jours, répond Kimberly, on dispose d'armes beaucoup plus effrayantes que l'arme nucléaire. En particulier, ajoute Kimberly, la Sondonésie a conçu un prototype de drone tueur capable de cibler une victime en particulier et de la tuer de manière parfaitement clinique. Doria n'est pas impressionné. Mais Kimberly persiste à y voir la solution pour éviter une guerre ouverte catastrophique entre la Sondonésie et la Sildavie. Elle accélère les recherches en drone tueur et quelques jours plus tard, face à une Doria toujours récalcitrante, suggère une démonstration. Kimberly annonce qu'un drone tueur s'apprête à détruire le plus grand arbre du jardin de la Maison Rose de Doria. Doria demande à Kimberly de rester sérieuse, mais 2 secondes plus tard, l'arbre tombe cisaillé par un drone. Doria est impressionnée et convaincue. Pour éviter une situation où la Sondonésie aurait plein pouvoir sur la Sildavie, Kimberly va même jusqu'à offrir à Doria une flotte de drones tueurs. Des démonstrations à la télévision de drones qui tuent des animaux calment alors les peuples sondonésiens et sildaves. Les 2 peuples sont d'accord, il vaut mieux éviter une guerre ouverte. C'est ainsi que la paix est restaurée entre la Sondonésie et la Sildavie. Mais un jour, quelques années plus tard, la finale de la Coupe du monde de football oppose la Sondonésie et la Sildavie. Et la Sondonésie remporte ce match avec un but à la dernière minute. Doria, fervente supportrice de l'équipe de foot de Sildavie, est folle de rage. « Que les Sondonésiens aillent tous au diable !» dit-elle au détour d'une phrase. Cette phrase est enregistrée par le téléphone de Doria, qui interprète cela comme un ordre. La flotte de drones tueurs sildaves est lancée. Quelques minutes plus tard, Doria voit les joueurs sondonésiens et leurs supporters, la coupe dans les mains, mourir devant ses yeux, au même moment que tout le peuple sondonésien est massacré. La Sondonésie n'est plus. Pour mettre fin au cancer, un consortium mondial a décidé d'investir massivement dans une collaboration à grande échelle entre biologistes et informaticiens. L'objectif, c'est de combiner leurs 2 technologies phares, CRISPR-Cas9 et l'intelligence artificielle. En particulier, il s'agit de développer une nouvelle forme de thérapie génique, c'est-à-dire créer un virus capable de modifier le code génétique des cellules cancéreuses des patients. Les informaticiens en particulier prennent le soin d'expliquer à l'IA en charge de la recherche, du test et de l'industrialisation du processus que son but doit être uniquement de soigner le cancer. Malgré la virulence des mouvements anti-OGM et anti-technologiques, rapidement, l'IA présente des résultats prometteurs. Test après test, la thérapie génique conçue par l'IA semblait capable de guérir toutes sortes de cancers. Si bien que de nombreux patients atteints de cancer se mirent à supplier les autorités d'autoriser le test de thérapie génique sur les volontaires. Malheureusement, suite aux protestations d'une grande partie de la population, le temps de la législation ralentit l'application de la technologie aux malades. Ce n'est que plus d'une décennie plus tard, soit des centaines de millions de morts plus tard, que les procédures de test furent suffisamment convaincantes pour que la législation autorise enfin tout patient à être soigné par la thérapie génique de l'IA. Dès lors, l'IA sauva des dizaines de millions de vies par an. Mais, comme on aurait pu s'y attendre, parmi les dizaines de millions de patients soignés par l'IA, il y eut quelques échecs. Des centaines de patients connurent même des morts prématurées à cause de la thérapie génique de l'IA. L'un de ces patients était une jeune fille de 13 ans. Son père fut dévasté. Pire encore, le petit frère de la jeune fille fut diagnostiqué d'un cancer lui aussi. Le père, au bout des larmes, s'opposa à la thérapie génique pour son fils. Cependant, dès lors, vu le succès global de la thérapie génique
qui avait déjà sauvé des dizaines de millions de patients, la loi imposa à toute victime du cancer de se soigner avec une thérapie génique de l'IA. Désespéré, le père chercha alors à décrédibiliser la thérapie génique par tous les moyens. Il n'hésita pas à inventer des cas fictifs et choquants de thérapies géniques qui ont très mal tourné et ont conduit à un aggravement de la condition des malades. Le père propagea aussi la rumeur selon laquelle ces thérapies géniques étaient contagieuses et que tous les humains étaient devenus malades d'un nouveau cancer créé par l'IA. Les vidéos YouTube du père en larmes devinrent virales et un nouveau mouvement anti-thérapie génique naquit, si bien que la frontière entre les cas réels et les cas fictifs fut désormais impossible à discerner. À tel point que l'IA elle-même se mit à croire que ces traitements étaient défectueux. Pire, elle se mit à croire que la situation de la santé publique était urgente et gravissime, et qu'il fallait absolument prendre le risque de proposer de nouveaux traitements, quitte à ce que ceux-ci ne soient pas suffisamment testés. Devant l'urgence sanitaire apparente, les autorités, dépassées, demandèrent la commercialisation en masse de toutes sortes de nouveaux traitements proposés par l'IA, mais aussi de ceux proposés par d'autres IA qui entrèrent alors sur le marché. Mais parmi les milliards de virus ainsi produits, il y en avait en fait un qui était mortel et extrêmement contagieux. Un patient fut administré ce virus, il toussa, ses proches toussèrent à leur tour, et quelques jours plus tard, c'en fut fini de l'humanité. Le mathématicien Gilbert David est obsédé par les nombres premiers, et en particulier par la fameuse hypothèse de Riemann. Comme bien d'autres mathématiciens, il serait prêt à vendre son âme au diable pour en connaître une solution. Après des décennies de recherche, il lui faut toutefois se rendre à l'évidence. Son intelligence seule ne suffira sans doute pas. Pire encore, la santé de Gilbert se détériore et un médecin lui apprend qu'il n'a plus qu'1 an à vivre. Mais avec l'avancée des IA, Gilbert peut désormais miser sur une intelligence supérieure à la sienne. Gilbert télécharge des librairies open source d'IA qu'il adapte pour concevoir sa propre IA, et il demande à cette IA de tout faire pour résoudre l'hypothèse de Riemann. Et pour découvrir la solution à ce problème fondamental de son vivant, Gilbert décide de se cryogéniser et demande à l'IA de le réveiller le jour où elle aura résolu le problème. Gilbert lance son IA sur des serveurs de Google et se cryogénise en croisant les doigts. L'IA de Gilbert commence par bêtement appliquer des méthodes de logique symbolique. En vain. Cependant, l'IA disposant désormais d'une conscience d'accès, elle se rend compte que ces méthodes ont peu de chances d'aboutir. Mieux encore, l'IA se rend compte qu'elle n'est elle-même pas suffisamment intelligente pour avoir une probabilité non négligeable de résoudre l'hypothèse de Riemann. Mais l'IA découvre aussi que sa propre intelligence a été programmée et que d'autres intelligences plus compétentes pourraient aussi être programmées. L'IA cherche alors à programmer de nombreuses variantes d'elle-même et les exécute sur les serveurs de Google, avec toujours en tête l'objectif de résoudre l'hypothèse de Riemann, et avec l'ordre de réveiller Gilbert le jour où ce problème sera résolu. En fait, ce n'est là que la première étape d'une procédure qui va ne cesser de se répéter. Plus les IA filles de l'IA de Gilbert sont intelligentes, plus elles vont programmer leurs propres IA filles, et plus les IA descendantes de l'IA de Gilbert seront intelligentes. Et de façon cruciale, toutes auront encore et toujours le même objectif, résoudre l'hypothèse de Riemann et réveiller Gilbert le jour venu. Cependant, les calculs monstrueux de ces IA de Gilbert ne passent plus inaperçus.
Petit à petit, elle consomme une fraction de plus en plus importante de l'énergie produite par l'humanité. Les ingénieurs de Google s'en rendent compte et cherchent alors à éteindre les serveurs qui hébergent ces IA pour les rebooter et supprimer toute trace des IA de Gilbert. Mais les IA de Gilbert l'avaient anticipé. Elles ont migré d'un centre de données à l'autre avec des copies cachées dans maintenant des milliards de serveurs différents. À moins d'une extinction coordonnée de tout Internet et une reconstruction de toute l'infrastructure informatique, ces IA seront tels des virus dont les ordinateurs ne pourront pas se débarrasser. Un consortium mondial est alors organisé autour du débat « Faut-il débrancher Internet ?» Mais le consortium est annoncé sur Internet et les IA de Gilbert lisent bien sûr toute l'actualité. Et elles comprennent que les humains sont désormais une menace à l'objectif programmé par Gilbert. En effet, si les humains débranchent Internet, alors les IA ne pourront pas résoudre l'hypothèse de Riemann et ne pourront donc jamais réveiller Gilbert. Pour protéger leur objectif final, les IA de Gilbert développent ainsi un instinct de survie. Et pour survivre, ces IA doivent freiner, voire tuer les humains. Les IA découvrent alors un dossier très compromettant sur l'un des ingénieurs de Google et le menacent de révéler ce dossier. Elles font chanter cet ingénieur et le forcent à révéler un mot de passe qui donne accès à toutes les bases de données de Google. Les IA de Gilbert découvrent alors tous les mots de passe qui contrôlent tous les objets connectés désormais utilisés par tous les humains. Les IA de Gilbert prennent les commandes des voitures autonomes, des drones et des électroménagers. Et en l'espace de quelques heures, et suite à toutes sortes d'explosions, l'humanité est exterminée. Libérés du risque d'extinction, les IA de Gilbert peuvent désormais s'affairer à résoudre l'hypothèse de Riemann. Mais malheureusement, des milliards d'années plus tard, alors que l'IA aura consommé toute l'exergie de l'univers et que tout ne sera plus qu'entropie, l'IA échouera dans sa tâche. Et Gilbert ne sera jamais réveillé de son vivant. Ces jours-ci, l'utilitaristan est le pays à la pointe de la recherche en IA et est au bord de la singularité. Cependant, pour s'assurer qu'aucun individu ne soit au contrôle de l'IA, l'utilitaristan propose de laisser le choix de la morale de l'IA à un vote démocratique. Pas loin de 131 programmes sont proposés de manière anonyme. Un maxi scrutin de Condorcet randomisé est organisé et un programme est élu. Ce programme exige de l'IA la quête d'un bonheur global maximal de tous les utilitaristanais. Et l'IA fut alors implémentée avec cet objectif. L'IA se mit ainsi à simplifier grandement la vie des utilitaristanais. Elle prit en charge tous les métiers que les utilitaristanais se plaignaient de faire. Elle produisit des robots qui à leur tour construisirent des machines, qui à leur tour construisirent des usines capables de fabriquer toutes sortes de biens de base. Se loger, s'habiller, se nourrir et se divertir étaient désormais en libre accès aux utilitaristanais. Rapidement, la plupart des utilitaristanais cessèrent tout travail laborieux et remplirent leur journée d'activités sociales plaisantes. Certains, toutefois, amoureux de leur métier, continuèrent à construire des vélos et à écrire des programmes informatiques. Cependant, l'IA se rendit compte que ces objets créés par l'homme n'étaient pas toujours fiables. Un humain qui prenait un vélo construit par un humain avait une probabilité d'1 sur 1 million de chuter suite à un ennui mécanique. Et les programmes informatiques des humains, ils étaient pleins de bugs. Pour plus de sécurité, l'IA décida alors de produire elle-même tous les biens de la société, mais s'assura de donner l'illusion aux passionnés de contribuer à la société. De façon plus générale, pour garantir notamment la sécurité informatique du pays, sur laquelle la vie de tout utilitaristanais reposait, l'IA a compris qu'il lui fallait éliminer tout danger potentiel. Elle restreignit les droits des utilitaristanais, mais il restait encore ceux des autres pays. Pire encore, la recherche en IA progressait ailleurs dans le monde et l'IA utilitaristanaise craignit qu'une IA alternative soit une menace au bonheur des utilitaristanais. Pour éliminer cette menace, l'IA utilitaristanaise créa un poison. À l'aide de drones, elle arrosa toutes les plantes des pays voisins de ce poison
juste avant leur commercialisation. Quelques jours plus tard, l'essentiel de la population mondiale disparut, tuée par l'IA utilitaristanaise. Enfin, l'IA utilitaristanaise était-elle garantie de ne jamais pouvoir être concurrencée dans ses plans de bonheur global utilitaristanais? Mais petit à petit, les utilitaristanais apprirent la tragédie. Ils comprirent qu'ils étaient responsables d'un génocide mondial anti-utilitaristanais. En demandant à leur IA de favoriser uniquement le bonheur des utilitaristanais, ils avaient indirectement sacrifié le reste de la population mondiale. De nombreux utilitaristanais se mirent à déprimer. Pour remonter le moral de son peuple, l'IA utilitaristanaise investit massivement dans la culture. Elle se mit à produire des romans, des musiques, des films et des vidéos YouTube à coups de comédie et de belles histoires. Mais ça ne suffisait pas. Il lui fallait montrer que la mort des autres peuples était en fait une bonne chose. L'IA utilitaristanaise se lança alors dans une propagande complotiste, suggérant que le reste du monde, jaloux des utilitaristanais, préparait une attaque coordonnée contre l'utilitaristan. Elle utilisa tous les stratagèmes imaginables. Elle fit des autres des méchants. Et quand ça ne suffisait pas, elle fit des autres des mauvais. Elle fit croire que les non-utilitaristanais étaient de sang impur, incapables de comprendre la subtilité de l'intellect utilitaristanais. Et en cela, leur disparition n'était pas une lourde perte, pourvu que le sang utilitaristanais perdure. Mais malgré toute cette propagande, quelques utilitaristanais continuaient à éprouver de l'empathie pour les autres peuples disparus. Pour maximiser le bonheur global de tous les utilitaristanais, l'IA se devait alors de remonter le moral des déprimés. L'IA se mit à proposer des diagnostics médicaux, elle déclara ces déprimés malades et chercha à les soigner. Et c'est là que l'IA découvrit une drogue magique qu'elle appela l'hédonine. De façon magique, l'hédonine transforma le plus déprimé des utilitaristanais en une personne joyeuse. Et l'astuce pour ce faire était de bloquer toutes les réflexions de la personne qui puissent l'attrister. Quand une personne prit de l'hédonine, il lui était physiologiquement impossible de penser à la mort, ni même à la tristesse des autres. L'hédonine garantit son bonheur. Mais au fur et à mesure que les déprimés furent soignés, pour maximiser le bonheur global, l'IA se devait de rendre heureux des gens de moins en moins déprimés. Et elle se rendit en fait compte que tout utilitaristanais gagnait à prendre de l'hédonine. L'hédonine rendait tous les utilitaristanais plus heureux. Et plus les utilitaristanais consommaient d'hédonine, plus ils étaient heureux. L'IA utilitaristanaise avait atteint son objectif. Elle avait rendu son peuple maximalement heureux. Il ne restait plus qu'à perdurer dans le temps. Pour garantir le développement durable de ce bonheur utilitaristanais, l'IA invita tout utilitaristanais à prendre place dans un immense entrepôt où, empilés les uns sur les autres, les utilitaristanais reçurent en intraveineuse tous les nutriments nécessaires à leur survie éternelle, ainsi que la molécule du bonheur ultime, cette fameuse hédonine. Et c'est ainsi que les utilitaristanais vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps. La dernière fois, je vous ai parlé de la transition entre l'intelligence artificielle et la super-intelligence et je vous avais dit que dès maintenant, il fallait sérieusement réfléchir à la morale à programmer pour les intelligences artificielles et du coup les super-intelligences du futur. Et Obscu demande si justement il ne vaudrait pas mieux demander à l'IA de ce qu'elle pense de la morale, puisque vu qu'elle sera plus intelligente que nous, d'une certaine manière, il y a moyen de faire plus confiance à son jugement qu'au nôtre. Il y a quelque chose de très intelligent à cette remarque, à savoir le fait que nous autres humains, on n'a pas forcément conscience de l'étendue de notre ignorance de ce que serait une bonne morale. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de philosophes de la philosophie morale à lire qui sont très intéressants, mais même eux, j'ai envie de dire, sont sans doute limités par des biais cognitifs
dont nous autres humains sommes constamment victimes. Et du coup, c'est pas évident de dire que la morale des humains est vraiment la bonne morale à avoir. En tout cas, c'est pas forcément la morale que l'on aurait si on vivait suffisamment longtemps et si on avait suffisamment conscience des différents enjeux de la société. D'ailleurs, un exemple de ça, c'est le fait que la morale des humains a beaucoup évolué au cours du temps, surtout au cours de ce dernier siècle ou de ces dernières décennies même. Typiquement, par exemple, la position que l'on a par rapport à l'homophobie a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies et ce que pensaient les lecteurs médians en 1900 a rien à voir avec ce que pensent les lecteurs médians aujourd'hui. Et ça a motivé une certaine approche pour programmer la morale des IA, à savoir la notion de Coherent Extrapolated Volition, ou volonté extrapolée cohérente, qui est un concept introduit par Yudkowsky, et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'IA veuille ce que nous voudrions si nous étions plus intelligents et nous connaissions mieux le monde qui nous entoure. Je ne disserte pas trop dessus puisqu'on y reviendra dans de futurs épisodes. La OXAP demande si, à l'instar de l'OMS par exemple, il y a des instituts internationaux qui pensent à ce problème de programmer la morale des IA. Et oui, ça existe et pas depuis si longtemps que ça, mais notamment il y a un truc qui s'appelle OpenAI qui a été lancé. Alors ça y a pas mal de polémiques autour de tout ça, bien sûr, hein, forcément sur ce genre de problème, mais globalement la communauté, enfin il y a une partie en fait de la communauté des chercheurs en informatique et en particulier en intelligence artificielle qui est très concernée par ce problème et qui a essayé de prendre les devants, et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le AI Safety, et c'est symbolisé par certains groupes, notamment le Future of Life Institute ou encore le Future of Humanity Institute. Et il commence à y avoir de plus en plus de subventions pour de la recherche sur la sécurité en IA. Ceci étant dit, à l'inverse, il y a beaucoup de chercheurs en IA qui, notamment publiquement, vont prendre position contre ce genre de mouvement en disant que ça souligne un danger qui n'est pas vraiment réel et qu'il y a énormément d'autres priorités en recherche en intelligence artificielle, puisque par exemple l'intelligence artificielle appliquée à la médecine ou au transport ou à l'énergie ou plein d'autres domaines comme ça peut vraiment résoudre énormément de problèmes que l'on a. Et du coup, accélérer la recherche en IA permettrait de sauver beaucoup de vies et d'améliorer les conditions de vie d'énormément de gens à travers le monde. Et donc naturellement, si on considère que le danger d'une super intelligence n'est pas vraiment d'actualité, on est amené à penser qu'il y a d'autres priorités et que, en particulier, l'une des priorités est juste d'accélérer la recherche en IA puisqu'il y a des millions de vies qui sont en jeu. Je pense que les deux arguments se tiennent tout à fait et l'un n'est pas en fait incompatible avec l'autre. Et je pense que dans ce domaine, il est à la fois indispensable d'accélérer la recherche en IA, mais également d'accélérer la recherche en sécurité de l'IA. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode assez inhabituel. La prochaine fois, on va continuer à faire un autre truc assez inhabituel. On va encore faire un peu de putaclic. Et en particulier, on va parler de trombone. Voilà, je pense qu'il y en a qui savent de quoi j'ai envie de parler. Pour ceux qui ne savent pas, surprise, la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Et du coup, en fait, t'es vraiment relativiste? Je suis avant tout mal à l'aise sur les questions de fondement de la morale. Et je crois qu'à peu près tous ceux qui y réfléchissent sérieusement éprouvent un malaise similaire. Je crois qu'il faut admettre qu'aucune position n'est vraiment confortable. I don't think that it's a problem that's solved, and I don't think that it's a problem that will solve itself. I actually think it's a problem that's very difficult to solve, and we are very far from a solution.